J'ai été excisée à l'âge de 9 ans dans mon pays d'origine. Tu es fondatrice de Sans Fibrom, tu es clinicienne dans le même temps. Aujourd'hui, je pense qu'en 2026, il faut parler de maladie. À partir du moment où une femme prend des traitements, à partir du moment où il y a un impact sur sa vie psychologique, sexuelle, physique, sociale, économique, à partir du moment où cette femme est en souffrance, il faut utiliser les bons termes. Comment vous parlerez des fibromes à une personne? Comment vous expliquerez les fibromes pour qu'il puisse comprendre ça? Et en fait, le problème, c'est que leur remplacement peut créer des symptômes au niveau des femmes. Quels sont les 3 mots qui te définissent aujourd'hui? Persévérant, visionnaire, et je pense que je suis une femme engagée, voire passionnée. Mais la passion, ça fait peur là. Qu'est-ce qui vous a permis de garder le pied sur terre? Aujourd'hui, je travaille au niveau de la santé. Depuis l'âge de 17 ans, maintenant j'ai 43 ans et j'en suis fière de le dire. Vous avez 43 ans, vous avez l'air en forme. Je pense que c'est le sport, je pense que c'est l'hygiène de vie. Est-ce qu'il y a un conseil que tu veux donner à un homme qui a une femme atteinte de fibromes? Le conseil, c'est... Bonjour, je suis Aïssatou Sidibé, fondatrice de Vivre sans fibrome et infirmière clinicienne. Et nous sommes au podcast de C'est Bruit Chaud. C'est parti. Merci d'accepter notre invitation, Aïssatou Sidibé. Merci, C'est Bruit. C'est un plaisir de te revoir. Merci. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche à des millions de femmes, mais qu'on en parle quand même très peu. Ce sont les fibromes. Tu es fondatrice de Sans Fibrom, tu es clinicienne dans le même temps. Moi-même, en vérité, je ne maîtrise pas ce que c'est que les fibromes. J'en étais sûre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va être l'occasion pour toutes ces personnes qui tomberont sur cette vidéo de comprendre ce que sont que les fibromes, de trouver des solutions adéquates à cette maladie-là. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une maladie ou pas. Très, très bonne question. Merci beaucoup de me donner cette opportunité de parler d'un sujet dont on commence à en parler de plus en plus, mais pas assez. Trop, ce n'est pas assez, puisqu'il faut toujours faire de la sensibilisation et surtout auprès des hommes. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté ton invitation pour en parler à cœur ouvert. Et justement, donc avant de parler des fibromes, je veux bien qu'on parle de toi. Qui est Aïssatou Sidibé en dehors de tout ce profil, en dehors de clinicienne, en dehors de fondatrice de Sans Fibrom? Aïssatou il y a 10 ans ou Aïssatou maintenant? C'est pas la même personne. Aïssatou il y a 10 ans. Aïssatou, il y a 10 ans, elle ne connaissait pas les fibromes utérins. Absolument pas. Moi, tout ce qui touchait à l'aspect gynécologique, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'ai été excisée à l'âge de 9 ans dans mon pays d'origine, donc tout ce qui touchait justement à la santé sexuelle et reproductive, c'était pas quelque chose qui me parlait. Et c'est pour ça que dans ma profession, j'ai travaillé en cardiologie, j'ai travaillé aux urgences, j'ai travaillé en hématologie. Et dès qu'il s'agissait de parler de gynécologie ou du moins de la sphère intime, pour moi, c'était quelque chose de trop douloureux. Et finalement, Dieu, la vie a fait que je renoue un peu avec mon passé, que je renoue un peu avec cette partie de mon corps que j'avais rejetée à travers une hospitalisation, puis une seconde hospitalisation. Et à travers ça, j'ai décidé d'agir. Et c'est pour ça que vous avez mis en place Sans Fibrom? Alors, je ne voulais pas créer l'organisme Vivre sans fibrome. Il ne faut pas oublier le vivre. C'est important de vivre. Je ne voulais pas créer d'organisme. Alors moi, quand on me posait la question, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, c'était de vivre d'amour et d'eau fraîche. Je me plaisais dans mon métier d'infirmière, je gagnais bien ma vie. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas finalisé dans mon processus de développement personnel comme professionnel. Et lorsque j'ai eu 2 hospitalisations à cause des fibromes utérins, là, j'ai décidé d'agir. Et pour moi, j'avais vraiment besoin de rencontrer des femmes avec cette condition médicale parce que je ne connaissais pas du tout ce que c'était que les fibromes. Et tu poses une question intéressante en se disant, mais est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une condition? Est-ce que c'est une tumeur? Aujourd'hui, je pense qu'en 2026, il faut parler de maladie. À partir du moment où une femme prend des traitements, à partir du moment où il y a un impact sur sa vie psychologique, sexuelle, physique, sociale, économique, à partir du moment où cette femme est en souffrance, il faut utiliser les bons termes. Alors oui, le fibrome en lui-même, c'est une tumeur,
Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse utiliser un terme qui qualifierait les fibromes comme une maladie. Fibrome alors les gens associent beaucoup fibromes utérins à fibromyalgie. Non, ce n'est pas la même chose, c'est vraiment 2 pathologies différentes, mais aujourd'hui, il n'y a pas un mot qui, parle de maladie quand on parle d'une tumeur. Alors vous voyez, il y a l'endométriose, on pourrait parler de fibromyose par exemple, on pourrait parler de maladie fibromateuse. Donc il faudrait définir un terme qui prend tous ces aspects-là et aujourd'hui on se limite à la tumeur. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ce que je ne souhaiterais pas d'abord, on va parler de vous. OK? On Oui. revient sur le sujet. Comment vous vous êtes retrouvé d'abord, premièrement, dans l'infirmerie? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez toujours voulu faire? Est-ce qu'on vous l'a imposé? Parce que je connais beaucoup de personnes, en vérité, qui n'aiment pas l'infirmerie. Je ne sais pas pourquoi. Ils le font, mais en vrai, ils n'aiment pas partir. Ils n'aiment pas leur métier. Est-ce que vous faites partir de ces gens-là? C'est une bonne question. Alors c'est sûr que quand je regarde, moi et Satou Sidibé à l'âge de 4-5 ans, j'ai toujours voulu aider. Je me vois dans mes rêves, dans l'imaginaire, près d'un médecin, aider le médecin. Donc ça, c'est un peu, ce qui, me définit, le fait de vouloir aider. Et avec le temps, je me suis intéressée beaucoup dans tout ce qui touchait au journalisme, à travers les causes, sociales, internationales aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je suis à la tête de l'organisation et que j'ai écrit un livre parce que ça a permis de rejoindre un peu le côté utile, le côté pratique et ma passion aussi de pouvoir transmettre à travers l'oral ou l'écrit, un message. Et donc avec le temps, les difficultés ont fait en sorte que je n'avais pas spécialement les notes OK. pour, faire des études de journalisme. Alors dans mon historique, je suis, dyslexique aussi, OK. donc une dyslexie orthographique, donc j'inverse des mots par exemple. Et donc ça m'a un peu éloignée un peu de ce rêve-là que j'avais en tête et j'ai été orientée, le système, hein, éducatif, m'a orientée vers ce que j'aimais au fond, donc quelque chose de manuel et non pas, d'intellectuel, bien que, il n'y a pas de sous-métier, mais vous comprenez un peu ce que je Oui. dis. J'ai voulu justement être dans le milieu de la santé et j'ai été étape par étape, au début en tant que préposée, puis après je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas aller un peu plus loin?» donc en tant qu'infirmière. Donc j'ai exercé à Paris, j'ai voulu travailler, en Suisse, au Sénégal, et finalement ça ne s'est pas fait pour, diverses raisons et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas le Canada?» OK. Et c'est comme ça qu'en 2011, juin 2011, je débarque avec, mes 2 valises de 23 kilos, la résidence en poche. J'avais quand même le métier, donc c'est fabuleux parce que, mon métier me permet de voyager aussi, hein, tous les métiers de la santé, on s'en rend pas compte, c'est des métiers un peu universels, où le corps humain reste le corps humain, que vous C'est ça. soyez en Indonésie ou à Djibouti et ça, c'est formidable. Et donc ça m'a permis justement d'arriver, à Montréal, heu, avec des projections de partir ailleurs, mais la vie, encore une fois, m'a ramenée au Québec, à Montréal, parce que j'avais, je crois, je ne le savais pas à ce moment-là, mais j'avais quelque chose à réaliser. Et à quel moment vous aviez mis en place donc Sans Fibrome? Alors, 2013, je tombe malade. 2014, je décide de créer un blog avec cette optique justement de créer, de documenter un peu, toute l'information qu'il existe au niveau international sur le fibrome, de pouvoir écrire des articles sur mon quotidien, sur l'isolement. Ma sœur m'avait donné un peu cette idée, de rencontrer des femmes, et en fait, j'ai utilisé, justement, le blog pour rencontrer ces femmes-là. Vous savez, quand vous êtes seul dans un pays, c'est pas facile. On Ouais. parle souvent du travail, mais la santé dans tout ça. Qu'est-ce qui se passe quand, ben, vous êtes, plus du tout fonctionnel, que vous ne pouvez pas travailler, que vous avez des factures à payer, que vous avez de l'argent à envoyer au pays, vous êtes plus productif et là, vous vous dites: «Mais je suis dans un pays à des milliers de kilomètres et je pourrais mourir». Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors soit on part ou soit on reste.
Mais Ouais. si on décide de rester, il faut faire des choses. Ouais. Et dans ma personnalité, hein, et dans ma vie, dans une vie parmi tant d'autres, j'ai été athlète de haut niveau. Alors mes amis rient un peu de moi quand je dis ça, mais c'est vrai, hein. J'ai fait pratiquement 10 à 15 ans d'athlétisme. Et donc j'avais un peu ce feu en moi, cette passion en moi qui me poussait toujours à dépasser mes limites. Et en fait, j'ai utilisé en fait toutes les valeurs sportives que j'avais accumulées durant mon enfance pour les appliquer au sein de l'association. Donc, quand il a fallu sauter à l'eau, quand il a fallu courir à travers des projets, une vision, un rêve, ben là, j'ai eu le soutien justement d'une belle communauté de femmes qui m'ont dit, bah, regarde, Aïssatou, je pense que tu es la personne la mieux placée pour être présidente de Vivre sans fibrome. Et je l'ai fait avec tout le poids, la responsabilité que ça a engendré, sachant que moi, mon rêve, c'était de vivre d'amour et d'eau fraîche. Ouais. Et 10 ans Et après, là, je tu te suis... retrouves dans une autre chose. c'est ça. Quels ont été les obstacles que tu as rencontrés dans la mise en place de Sans Fibrome? Beaucoup. Déjà en termes de crédibilité. Donc, je n'étais pas du tout une experte au niveau de la santé gynécologique. C'était pas quelque chose que j'avais aussi appris à l'école. Donc, je savais qu'il fallait parler de moi. Je savais qu'il fallait que je me mette en avant, que je puisse parler correctement, écrire. Donc, j'ai fait un travail sur moi-même. J'ai fait un travail sur moi-même déjà, et c'est pas évident hein, d'utiliser son image, mais lorsqu'on attache cette image à une cause, ben, on le fait pour les autres. Et ça, je trouve ça beau. Après, ça a vraiment été tout l'organisation au niveau culturel. Donc, créer une association au Sénégal ou en France, une organisation n'ont pas le même enjeu et la même réalité ici au Québec. Oui. Donc, j'ai dû rencontrer des organismes communautaires. J'ai siégé au sein d'un organisme communautaire aussi en tant qu'administratrice pour apprendre et comprendre tout ce qui touchait à la gouvernance. Je me suis familiarisée à la comptabilité, au leadership. Pour moi, on me posait la question, c'est quoi un leadership? Ben, je ne savais pas. Je savais juste qu'il fallait avancer. Donc, j'ai utilisé en fait des mots et j'ai appris aussi tout un système de référence auquel je ne connaissais pas et que je ne maîtrisais pas. Puisque moi, de l'âge de 17 ans jusqu'à mes 30 ans, je connaissais que le milieu de la santé et juste avant, c'était le milieu sportif. Ouais. Donc, je suis passée du milieu sportif au milieu hospitalier. Mais en vrai, on dirait que tu as fait face à beaucoup de situations et tu t'es quand même adapté. Est-ce que il ne vous est pas arrivé un moment, ben, je vous tutoie en même temps, je vous Il n'y vois, a pas c'est de pas problème. moi, je suis désolé. Donc, est-ce que il ne vous est pas arrivé un moment où c'était difficile pour vous, vous avez voulu abandonner quelque part? Euh, je ris parce que même là encore, je me dis, hey, pourquoi faire tout ça? Alors, chaque année, je veux abandonner. Là. Entre décembre et janvier, il y a toujours cette phase où je me dis, vous savez, quand vous devez faire un peu vos résolutions, et là, je me dis, je suis allée trop loin pour tout abandonner. Et Dieu, moi, je suis très croyante, spirituelle. Et en fait, chaque année où je voulais tout arrêter, je le faisais pas pour l'argent, je le faisais pas pour la notoriété. Je n'avais absolument rien à gagner, mais en aidant les autres, moi-même, je m'aidais en fait, tu vois. Ça m'a pris du temps avant d'aller voir une psychologue parce que justement l'association me permettait justement de soigner mes blessures à travers justement les souffrances des autres. Et ça, j'ai trouvé ça bénéfique pour moi. On le dit, hein, c'est à travers justement, c'est en aidant les autres qu'on s'aide. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et donc, chaque année, j'ai toujours voulu arrêter, mais chaque année, j'avais la main de Dieu je ne parle pas de Maradona, hein, bien évidemment, mais qui m'aidait soit à travers une personne qui rentrait dans ma vie et qui m'aidait justement à construire l'association à travers des projets, soit un financement qui me tombait un peu par la tête en me disant, ben là, tu as le financement, il faut que tu continues, soit des collaborations,
soit un simple message de personnes que je ne connaissais pas et qui illuminaient mes journées. Et donc oui, on voit beaucoup de souffrance dans une organisation, mais on voit aussi de très belles choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et j'en parle avec le sourire, parce que c'est des choses qui ne se disent pas, mais qui se vivent au quotidien, qui s'entendent aussi, qu'on ne partagera pas sur les réseaux sociaux tellement émotionnellement c'est puissant. Et à travers tout ça, en fait, ça m'a permis de continuer. Ou à travers le livre. Donc, il y a des belles histoires derrière tout ça Ouais. et j'en suis fière. Et c'est pour ça encore qu'aujourd'hui, je suis encore dans l'organisation. Et comment tu fais déjà pour avoir des investissements, pour avoir des accompagnements, des collaborations? Alors, il y a une chose qui est importante à savoir et que j'aurais dû, si je l'avais su il y a 10 ans, on dit souvent dans le milieu de l'entrepreneuriat ou quand on a un projet, n'attendez pas le financement, commencez à mettre en place des actions parce que les paroles, c'est bien beau les paroles, les personnes vont tellement réfléchir qu'au final, elles vont arrêter. Moi, je vous dirais que c'est quand même un juste milieu parce que si on commence par les actions sans avoir un plan concret, on peut avoir la vision, mais pour arriver à la vision, il faut quand même mettre en place une certaine stratégie, sinon on s'essouffle, on se fatigue et parfois, bah, le projet meurt, même si vous mettez en place des actions. Et c'est un peu le regard que j'ai sur 10 ans en me disant que si il y avait quelque chose à changer, j'aurais pris peut-être 1 ou 2 années pour réaliser une planification stratégique, bâtir une équipe, aller chercher du financement. Alors moi, mon financement il est vraiment arrivé très tardivement. Il est arrivé, je pense, au bout de la 7e année Waouh! de création. Entre-temps, ça a vraiment été que du bénévolat ou à travers des bailleurs privés pour des activités bien spécifiques. Mais tout ce qui touchait à l'opérationnel, alors moi, j'avais cette double casquette. Donc, c'est comme si la nuit, je travaillais en tant qu'infirmière et le jour, Ouais. j'étais la fondatrice de Vivre sans fibrome. Mais pendant 8-9 ans, ça a toujours été cette double casquette, sachant que là, il y a d'autres casquettes aussi qui se sont rajoutées hein, et qui ont fait en sorte que j'ai appris. J'ai appris, j'ai compris, et si j'avais un conseil justement à donner à ceux qui se lancent dans le milieu de l'entrepreneuriat, hein, parce qu'une organisation, c'est une entreprise, c'est d'établir au moins un plan stratégique, un plan d'action, d'être accompagné pour aller chercher du financement et de mettre en place une petite équipe opérationnelle, même si c'est une personne qui travaillera à temps partiel ou à temps complet, mais au moins ça permettra à vous de pouvoir continuer à structurer votre vision tout en faisant attention à votre santé. Et ça, c'est important parce qu'on a tendance à s'oublier. Moi, je le dis souvent, c'est bien beau d'être entrepreneur, mais il faut entreprendre au niveau de sa santé. Si c'est pour arriver à 50, 60 ans et avoir 4, 5 entreprises avec des millions de dollars sur son compte et ne plus avoir sa santé, à quoi bon avoir fait tout ça? À rien. 7 ans sans financement, c'est bien ça, hein? 7, 8, 9 ans sans financement euh, au niveau justement de la mission. Alors, chaque année, on a eu des petits financements pour des activités, mais jamais au niveau opérationnel. Et tu sais pourquoi je dis ça? Mm. C'est parce que c'est difficile à vivre. Aurait été beaucoup de personnes, elles auraient déjà abandonné il y a très longtemps. Mm. Qu'est-ce qui vous a permis de garder les pieds sur terre? Aujourd'hui, je travaille au niveau de la santé et ça fait depuis l'âge de 17 ans. Maintenant, j'ai 43 ans et j'en suis fière de le dire. Vous avez 43 ans, vous avez l'air en forme. J'ai 40, je pense que c'est le sport, je pense que c'est l'hygiène de vie, je pense que c'est de travailler dans la santé aussi. Et ça, je pense que c'est important aussi de le dire, hein. La santé, c'est un travail au quotidien, que ça soit de boire de l'eau le matin ou d'éviter certaines personnes toxiques. Il faut prendre en compte sa santé. Et quand on travaille dans la santé, quand on est côtoyé à la souffrance, et qu'on a cette capacité d'aider les autres, ben, on n'a pas le choix de le faire. Et c'est un leitmotiv. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé formidable dans ma profession. Même lorsque c'était dur, quand je travaillais aux urgences de nuit et que je voulais arrêter, je savais pourquoi j'étais là. Et ce moyen de pouvoir aider une personne qui est dans le besoin et à travers vos soins, vos accompagnements, l'écoute, cette personne se sent mieux, ben, on n'a pas le choix de continuer.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend le plus fier de Sans Fibrom? Euh, alors, c'est d'avoir tenu 10 ans. Parce que 10 ans, ce n'est pas un an, ça je le dis souvent. 10 ans, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de belles réalisations qui se sont passées. Euh, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que de plus en plus, on parle même à l'international de fibromes utérin. Quand je vois Venus Williams, Lupita Nyong'o, quand je vois des personnalités en France, en Guadeloupe, en Martinique, sur le continent en parler, je me dis, bon, quelque part, Vivre sans fibrome a contribué justement à démocratiser aussi le fait de parler des maladies gynécologiques, même si c'est à un petit niveau, et surtout d'avoir créé une communauté de femmes engagées envers leur santé, qui se prennent en main, qui challengent aussi leurs médecins, qui veulent comprendre un peu ce qu'elles ont. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'en l'espace de 10 ans, ben oui, on a créé cette communauté. Alors, il y a des personnes qui vont venir, qui vont partir. Il y a des personnes qui vont rester. Et ça, j'en suis fière. Maintenant, on sait qui tu es, Mm. qu'est-ce que tu fais. On connaît un peu de Sans Fibrom. Nous allons parler maintenant de ce que c'est que les fibromes. Beaucoup de personnes vivent avec des fibromes sans le savoir, il faut le dire. Comment vous parlerez des fibromes à une personne qui n'a pas reçu les études avancées? Comment vous l'expliquerez, les fibromes, pour qu'il puisse comprendre ça? Alors, je dirais à cette personne d'acheter mon livre. Vous avez un livre sur les fibromes? J'ai même 2 livres, en fait, sur les fibromes. Désolée pour le bruit. Alors, j'ai le format poche et j'ai le format original, si je peux dire. Alors, en fait, c'est un livre de coécriture sur l'endométriose et le fibrome que j'ai coécrit avec une de mes consoeurs qui a une association sur l'endométriose, parce que oui, on pourrait faire aussi un podcast sur l'endométriose. Et j'aurais voulu en fait avoir ce livre, ce magnifique livre dans les mains lorsqu'on m'a annoncé le diagnostic de fibrome utérin. Et ce livre-là, donc c'est un livre québécois. Ok. Ce n'est pas un livre du Sénégal, ce n'est pas un livre de l'Europe. Donc c'est une maison d'édition qui m'a contactée en me disant, bon, ben, on aimerait que tu puisses écrire un livre sur le fibrome utérin. Alors, c'est quoi le fibrome? Et j'ai amené un petit organe Wow. dans mon sac. Ouais. Donc, vous savez ce que c'est comme organe? Ouais. C'est quoi? C'est là où vous êtes né. C'est votre maison. C'est l'utérus. Donc, l'utérus, en fait, c'est un petit organe qui représente tout le système reproducteur de la femme. C'est comme une poire, en fait. C'est comme une poire inversée. Donc là, on voit les trompes, on voit le col de l'utérus, on voit l'utérus. Et lorsque vous regardez de plus près, vous voyez en fait des masses. Et en fait, ces masses-là, ce sont des tumeurs. Donc tumeurs, hein, les mots ont leur sens, Ouais. qui se trouvent donc à plusieurs niveaux de l'utérus parce qu'il y a plusieurs couches. Ce ne sont pas des cancers, mais qui peuvent, à travers justement leur taille, donc vous voyez des petits fibromes qui peuvent être de la taille d'un petit pois à des plus gros fibromes de la taille d'un pamplemousse. Et en fait, le problème, c'est que leur emplacement peut créer des symptômes au niveau des femmes. Et ces petites masses musculaires, 50 à 70% des femmes ont des fibromes utérins en âge de procréer. Donc, à partir de 18 ans jusqu'à la ménopause, c'est quand même beaucoup. Ouais. C'est un gynécologue africain qui qualifiait ça comme de toile d'araignée. Où certains voient ça un peu comme des pierres qui vont créer beaucoup, beaucoup de symptômes pour une femme. Donc, on parle de saignements abondants, on parle de masse. Vous imaginez avoir justement ces tumeurs au niveau de l'utérus, vous êtes inconfortable. En fonction de la taille, vous pouvez avoir des fibromes qui vont comprimer la vessie, donc vous allez avoir des problèmes urinaires où une femme va souvent avoir envie d'uriner, ou inversement, elle peut avoir aussi des problèmes de constipation. Si les fibromes sont à l'intérieur de l'utérus, là, s'il y a une nidation, ça peut avoir un problème au niveau de l'infertilité ou même des fausses couches,
parce que pendant la grossesse, ça grossit. Donc, il y a quand même des symptômes quand même assez handicapants, bien que une femme peut avoir des fibromes mais ne pas avoir de symptômes. Ok. Alors ça, on ne le sait pas pourquoi hein, au niveau de la recherche, tout comme on ne sait pas pourquoi une femme noire est plus à risque aussi d'avoir des fibromes utérins. Oui, j'allais vous demander aussi cette question-là. C'est ça. Donc ça, statistiquement, on sait, scientifiquement, on sait que les femmes noires sont plus concernées. Alors, il y a plusieurs hypothèses, mais aujourd'hui, on ne sait pas exactement la cause des fibromes. Et c'est important de le dire, hein, nous, on soigne, en fait, on soigne à travers l'éducation. Les mots ont leur importance. On n'offre pas des soins, mais c'est des soins éducatifs, hein, parce que c'est important aussi la prévention primaire et secondaire aussi. Mais aujourd'hui, une femme caucasienne peut avoir des fibromes, une femme hispanique, une femme chinoise, une femme africaine, une femme haïtienne, sauf que malheureusement, chez les femmes noires, on a constaté que leurs fibromes étaient beaucoup plus nombreux. L'âge aussi était beaucoup plus précoce, donc autour de 25-30 ans. Pour une femme caucasienne, son fibrome va arriver bien plus tard. Et donc, ça va impliquer des effets indésirables assez importants pour une femme noire qui a un fibrome à 30 ans versus une femme caucasienne qui va avoir un fibrome à 40-45 ans. L'enjeu autour justement de la fertilité va se poser puisque, pour ajouter une couche, même si on se fait opérer des fibromes, ils reviennent. Donc c'est quand même assez handicapant. Et moi, je le dis, hein, je me suis fait opérer en 2018. Mes fibromes sont revenus, mais je suis tombée enceinte. Et ça, il faut aussi un peu dédramatiser, puisque la prise en charge est individuelle, personnalisée. Chaque cas est pas identique, mais chaque cas est différent. La prise en charge est différente et c'est pour ça que il faut aller consulter au bon moment, au bon endroit avec le bon professionnel. Et selon vous, pourquoi c'est plus fréquent chez les femmes noires? Je sais que vous dites que ça n'a pas de, il n'y a pas de cause d'après les recherches, mais d'après vous, vous avez une raison certainement. Alors, mon hypothèse, je ne parlerai pas de mon hypothèse, je vais parler en tant que présidente et fondatrice de Vivre sans fibrome, parce qu'on peut avoir beaucoup d'hypothèses qui peuvent être liées à certains traumas, par exemple, bien qu'il n'y aura pas une cause directe, mais des causes indirectes. Une femme, je vous donne un exemple, une femme qui a subi des agressions sexuelles durant l'enfance, peut-être qu'elle va être gênée à l'âge adulte de pouvoir consulter parce que justement, elle a tellement été traumatisée, hein, elle a reçu un traumatisme qui va faire en sorte qu'elle va repousser le plus loin possible sa consultation, qui va faire en sorte que le diagnostic va être retardé aussi. Et en plus de ça, il faut aussi ajouter que à travers le système de santé, en termes de prise en charge, c'est difficile d'avoir un médecin de famille et de voir un gynécologue. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui vont faire en sorte que le retard peut être, il peut y avoir un retard de diagnostic. Et concernant la question justement de la recherche, c'est important, c'est que aujourd'hui encore, on a besoin de recherche pour comprendre ces inégalités en santé. Déjà, au niveau de la santé des femmes, il y a peu de recherche. Alors, la santé des femmes noires, c'est tout un parcours du combattant. Ouais. Je suis contente parce qu'aux États-Unis, de plus en plus, il y a des fonds de recherche, il y a des politiques en santé qui ont été mises en place concernant les fibromes utérins par des personnalités politiques, par des personnes influentes. J'espère que sur le continent africain, j'espère qu'en Europe et au Canada, on puisse débloquer des fonds pour commencer à faire de la recherche à différents niveaux. Déjà au niveau de la santé des femmes, ça sera déjà beaucoup. À quel moment il faut vraiment se faire consulter? À quel moment il faut consulter? À partir du moment où on a la connaissance. Une femme qui n'a pas de symptômes et qui sait détecter les signes et symptômes de l'endométriose, du fibrome utérin, de l'adénomiose, elle sera mieux alertée du moment où il faudra consulter. Vous voyez? Alors aujourd'hui, un homme ne peut pas avoir de fibrome utérin.
Mais si j'ai espoir que si cet homme-là est avec une femme qui a des fibromes et qu'il a la connaissance, il pourrait accompagner justement sa femme pour qu'elle puisse aller consulter parce qu'il sait qu'elle saigne abondamment et ça c'est pas normal, qu'elle a de plus en plus de douleurs durant ses menstruations, après ses menstruations, elle est plus fatiguée que d'habitude. Donc ça, c'est tous les problèmes reliés à l'anémie aussi. Parfois, on le découvre lorsqu'il y a un projet de fertilité. D'accord? Quand le couple décide d'avoir des enfants, et ben là, ils n'y arrivent pas, ou du moins, ils vont voir un gynécologue, on va faire des examens de base. Ah ben, vous avez des fibromes. Et généralement, c'est comme ça qu'on le découvre. Ça, c'était il y a avant. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a de plus en plus d'informations, mais de désinformation aussi, qui va faire en sorte qu'il y a parfois trop d'informations. Ouais. Et moi, je le dis souvent, c'est pas parce que j'ai créé Vivre sans fibrome, mais se rallier justement à un leader qui a cette organisation, cette vision pour aller créer des ponts ensemble et non pas en silo, c'est important aussi pour avancer sur la bonne voie. Et donc, à travers la connaissance, si on sait justement les différents symptômes des fibromes utérins et le principal symptôme, c'est vraiment les saignements abondants et c'est pour ça que Vivre sans fibrome s'appelle comme ça. C'est imaginer justement une femme qui saigne tout le temps, Ouais. pendant ses menstruations, en dehors de ses menstruations, lorsqu'elle est dans l'avion, qu'elle a des douleurs pendant les relations sexuelles, qu'elle se plaint, qu'elle est inconfortable, qu'elle ne veut pas porter de blanc. Donc vous voyez, c'est quand même assez, très subtil aussi, Ouais. qui va débourser beaucoup d'argent dans ses protections hygiéniques aussi. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de précarité menstruelle. Sur le continent, on essaye justement d'utiliser des serviettes réutilisables aussi, parce que c'est un coût. C'est Ouais. vraiment un coût. Et donc, à travers la connaissance et les différents symptômes, elle pourra se dire: «Ah, je pense que j'ai entendu Aïssatou Sidibé parler justement lors du podcast de C'est Bourrichot des différents symptômes. Bah, peut-être que je vais prendre rendez-vous avec mon médecin pour commencer, pour faire une échographie. Et si j'ai rien, bah, tant mieux.» Donc, en vrai, si j'ai bien compris, s'il y a trois principaux signes de fibrome, c'est saignement, douleur pendant la menstruation, après la menstruation, et quoi d'autre? Alors, on parle plus de symptômes que de signes. Ok. Donc, de saignements abondants, de douleurs pelviennes, de problèmes liés à alors on peut parler de pollakiurie, mais problème mictionnel, donc une envie fréquente d'uriner aussi. Donc ça, c'est pas normal. Après un accouchement, ça peut arriver, mais lorsqu'une femme n'a pas de problème, bon, elle n'est pas censée aller à la toilette régulièrement. Mais là, pourrait penser à quelque chose qui appuie sur la vessie. Et donc, c'est vraiment l'addition de tous ces facteurs. En plus, si elle est dans un désir de fertilité et surtout aussi au niveau du gonflement abdominal. Donc, une femme qui a une allure de femme enceinte, ça, c'est pas normal. Donc, est-ce que vous comprenez un peu mieux ce que c'est qu'un fibrome? Je comprends super bien. Et je pense que les personnes qui regarderont cette vidéo comprendront aussi comme moi. Donc, est-ce que vous pensez que l'excision peut être une raison d'être atteint de fibro? Alors, ça serait difficile aujourd'hui de mettre un trait d'union entre excision et fibrome. Mais comme je le disais tout à l'heure, une femme qui a subi un traumatisme, que ça soit un viol, que ça soit l'excision, que ça soit des abus, que ça soit de l'inceste, quel que soit le traumatisme qui touche à l'intimité, va avoir un impact indirect sur sa prise en charge au niveau gynécologique. On parle de fibrome, endométriose, de SOPK, d'adénomiose, parce que la personne sera tout simplement pas à l'aise de consulter un professionnel de la santé. Surtout quand ce professionnel, par exemple, est un homme où la femme n'a pas spécialement envie justement d'être prise en charge par un homme, bien que, et je le dis, c'est important justement de respecter le choix des personnes, mais aussi bien
Il y a des hommes gynécologues qui sont très compétents. Ça n'enlève en rien leurs compétences, mais il faut comprendre justement les freins et les blocages que ces femmes peuvent avoir à travers tous les non-dits aussi. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important que des femmes qui ont justement des blocages ou des non-dits puissent consulter des thérapeutes, des psychologues, des personnes qui vont leur aider à comprendre aussi ces blocages. Vous voyez, il y a des femmes qui vont subir des traumatismes, Oui. mais qui n'en sont même pas conscientes. Elles vont Ouais. pas pouvoir le savoir. Alors, je pense que c'est en 2018 et 2019, le mouvement MeToo avait pris justement forme sur les réseaux sociaux, où on s'est aperçu que beaucoup de femmes justement avaient utilisé le hashtag MeToo pour dénoncer un peu les agressions qu'elles avaient vécues. J'aurais aimé qu'on aille beaucoup plus loin, surtout quand il s'agit de faire justement, de mettre en corrélation les agressions sexuelles et les maladies gynécologiques, parce que c'est sûr que ça va avoir un impact, ça va influencer la prise en charge. Est-ce qu'il y a un conseil que tu veux donner à un homme qui a une femme atteinte de fibrome? De devenir membre de Vivre sans fibrome. On accepte tout le monde. Les hommes aussi? Les hommes aussi. On a des hommes qui sont venus à nos activités, des hommes de la communauté, des hommes noirs, des hommes plus âgés québécois venus accompagner leurs femmes. On a vraiment eu quelques-uns des hommes venir vraiment à nos activités ou nous écrire en disant ah, ben, ma femme a des fibromes, mais elle n'ose pas, moi je l'encourage. Des hommes qui viennent aussi lors de nos accompagnements accompagnés de leurs femmes. Donc le conseil, c'est aussi d'avoir cette curiosité gynécologique, intellectuelle, pour comprendre le corps d'une femme. Et d'avoir toute la compassion, l'empathie que les femmes peuvent vivre aussi. Et c'est important d'avoir... Déjà, c'est difficile pour une femme de vivre dans son corps. Alors, ça peut être encore plus difficile si elle est avec une personne qui ne comprend pas son univers. Et donc, il ne faudrait pas que cette personne-là puisse être un frein, mais agir comme un pansement pour justement apaiser ou du moins aider la femme en souffrance. Donc, qu'est-ce que vous direz aujourd'hui à une femme qui vient de découvrir qu'elle a des fibromes? Alors aujourd'hui, en 2026, on a de l'information. On a un peu plus d'informations qu'il y a 10 ans. Donc ça, c'est quand même encourageant. Alors je lui dirais vraiment d'être proactive dans sa prise en charge, dans son parcours de santé du moins, pour aller chercher justement les questions qu'elle peut poser au médecin. Aujourd'hui, je suis contente parce que il y a de plus en plus de personnes aussi, de professionnels qui sont familiers avec le fibrome utérin. Et ça, c'est quand même encourageant. Il n'y a pas que Vivre sans fibrome qui parle de fibrome. Il y a des très bons professionnels aussi à tous les niveaux qui justement parlent de fibrome utérin. Donc, de ne pas hésiter pour solliciter de l'aide. On sait, même chez nous, au niveau culturel, l'importance de la culture. On arrive, on est parfois seul, mal isolé, mal entouré, et c'est important justement d'être entouré d'une communauté, quel que soit le temps, que ça soit 1 an, 2 ans, mais ne pas rester seul dans sa souffrance et quand on tombe malade, parce que son histoire peut aussi être similaire à une autre personne, et ça, c'est important. De connaître son écosystème aussi, de bien comprendre un peu le système québécois qui peut être différent de son pays d'origine, et de pouvoir se renseigner auprès des bonnes personnes. Et qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui vivent en Afrique? Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas le même encadrement, ce n'est pas les mêmes avantages. Qu'est-ce que celles-là peuvent vraiment faire pour prendre soin d'elles-mêmes afin de prévenir ça ou d'apporter des solutions à ça? Alors, à chaque fois que je retourne dans le village de ma mère, j'en profite toujours pour faire de la sensibilisation dans les écoles auprès de jeunes filles qui ont entre 12, 15, 16 ans, pour faire justement des ateliers de sensibilisation à travers justement la connaissance de son corps.
On a tous le même corps, c'est vrai qu'on n'a pas tous la même réalité, mais un corps ne ment pas. Si vous avez des menstruations, que ça soit en France ou sur le continent africain ou aux États-Unis ou ailleurs, là, le corps humain ne ment pas, et même lorsque ce corps-là se dérègle. Et donc, apprendre à comprendre son corps, le fonctionnement de son corps à travers justement son cycle menstruel. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, observer un peu les différentes phases de son cycle, combien dure justement la période des menstruations, au niveau de l'ovulation, détecter à quel moment on ovule, connaître justement les différentes phases pour par la suite détecter ce qui est normal de ce qui n'est pas normal. Et ça, aujourd'hui, à travers la connaissance, pour les femmes qui vivent en Afrique, on a tous accès justement à l'ère numérique, hein, à un téléphone pour aller chercher de l'information. Donc après, bien se renseigner aussi sur de quoi on parle, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour savoir qui consulter par la suite. Et moi, je suis une fervente, alors je ne sais pas si c'est à travers mes années de sport, mais la prévention passe par bien manger, bien dormir, bien s'hydrater, forcément la spiritualité. Je rajouterai aussi l'entourage. Donc, c'est des choses quand même de base. Donc, je ramènerai cette personne à son assiette, son coussin, Ouais. à travers son sommeil, comment elle dort, son activité professionnelle, pour revenir sur les choses de base. Et les choses de base, on ne parle pas d'un médicament, mais avant justement de prendre un médicament ou de vouloir te faire opérer, qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour rééquilibrer en fait ton hygiène de vie? Et là, on pourra parler après des choses plus techniques. C'est formidable. Quels sont les 3 mots qui te définissent aujourd'hui? Les 3 mots qui te décrivent concrètement? Ça va être la dernière question. J'allais dire un terme, mais que je vais garder pour moi. Persévérante, visionnaire, et je pense que je suis une femme engagée, voire passionnée. Mais la passion, ça fait peur là, parce que la passion peut nous amener vers des chemins auxquels on n'a pas cette, dans la réalité, hein, cette capacité à réaliser, mais c'est ça qui fait en sorte que on puisse du moins toucher un peu ou voir les étoiles, même si on n'atteindra jamais la Lune. Et donc, je rajouterai un terme, c'est ça, cette passion, à travers les défis, le dépassement de soi, cette passion de se dire qu'il est possible de vivre différemment, en santé. Comment rejoindre Sans Fibrome? Alors, c'est vivre sans fibrome. C'est bourré, on ne va pas s'entendre. Comment rejoindre Vivre sans Fibrome? Désolé. Alors, Vivre sans fibrome, on a réalisé une campagne de sensibilisation comme chaque année au mois de juillet. Donc, en fait, entre le mois de juin et le juillet, parce que le mois de juillet est le mois de sensibilisation au fibrome utérin au Canada. Et ça, c'est une belle initiative qu'on a mis en place. Et à travers cette campagne numérique, on est allé justement faire tout un travail en profondeur avec une agence en marketing et communication pour augmenter notre visibilité, pour aider le plus de femmes possible. Et donc, je vous donne juste un exemple. On sait que pour le mois de juillet, 21 000 visiteurs ont pu aller chercher de l'information sur notre site internet, principalement en Europe, sur le continent aussi, en Côte d'Ivoire, au Canada. Donc, nous, on travaille beaucoup sur justement tout le côté référencement, optimisation, marketing. Qui aurait cru qu'il y a 10 ans, je parlerais de ça, mais c'est important quand on veut faire de la sensibilisation. Et donc, notre site internet est très accessible. Donc, www.vivre100, donc 100 fibrome.ca, et après, c'est les différents canaux, mais principalement notre site internet. Et nous sommes aussi situés en plein cœur de Berry-UQAM depuis bientôt 3 ans. Donc, si une femme veut nous rencontrer, elle peut participer aussi à nos activités en présentiel ou nous téléphoner aussi. On est vraiment très accessible. Merci beaucoup de passer. Parfait. On se retrouve dans le prochain numéro de C'est vos ratios.